Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Le sommaire, confiscation du pouvoir en Gambie par Yaya Jammeh. Le président de la commission de la CEDEAO annonce sur RFM que les forces d'attente de l'organisation sous-régionale sont déjà prêtes pour une intervention militaire. Marcel Alain de Souza dans ce midi. Sur la Gambie toujours, les présidents Macky Sall du Sénégal et François Hollande de la France ont une convergence de vues. Jammeh doit céder le pouvoir, disent-ils, vers un mandat de dépôt pour Toumba Diakité. Le bourreau de Moussa Dadis Camara a été présenté à un juge hier. Le ministre de l'Intérieur et Manko Watu Sénégal se rencontrent cet après-midi. Les deux parties vont échanger sur le processus électoral. Les accords issus de l'audience avec le président Macky Sall seront passés en revue. Et puis, Léopold Sédar Senghor, 15 ans après sa mort, l'on se souvient ce 20 décembre du premier président du Sénégal indépendant. Un hommage lui a été rendu ce matin au cimetière catholique de Bel-Air. L'actualité internationale, les titres, Georges Dechadio, bonjour. Bonjour Antoine. En Gambie, la Russie lâche Yaya Jammeh. Vladimir Poutine félicite Adama Barrow et l'invite à développer les relations amicales et de coopération entre la Russie et la Gambie. En République démocratique du Congo, la formation d'un nouveau gouvernement, Étienne Tshisekedi, prône la résistance pacifique ici à Dakar. Les locaux de l'ambassade de la RDC occupés par des ressortissants congolais. Nous nous rendrons en Allemagne où un demandeur d'asile aurait causé l'attentat de Berlin hier, attentat qui a fait 9 morts. C'est ce qu'a fait savoir la chancelière Angela Merkel. Cher Tidjane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf. Avant le développement de l'actualité des sports, les titres. Ousseynou Ndiaga Diop n'est plus l'ancien directeur technique national du basketball est décédé ce mardi à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie. Vous entendrez le témoignage d'un de ses plus proches collaborateurs, en l'occurrence l'actuel directeur technique national du basketball sénégalais. Pas de grand combat de lutte en ce mois de décembre, encore moins le lendemain de la Saint-Sylvestre. La lutte était en train de vivre des moments difficiles, non, disent certains acteurs. Vous entendrez le dossier de Sodekam. Et puis pour boucler la boucle, notre série de réactions sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Gabon, au menu la République démocratique du Congo. Et vous entendrez le légendaire portier des Congolais, je vous nomme Robert Kiyaba. La chronique du jour avec Papa Sambakan, point de vue sur l'absence de considération de nos dirigeants à l'endroit des sportifs qui gagnent ou qui font de bonnes performances et qui font l'objet de mépris total. Le cas des footballeurs de plage champions d'Afrique. Le débat du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, la crise en Gambie. L'entretien que le président de la commission de la CEDEAO a accordé à la radio Futur Média, Marcel Alain de Souza, révèle que les forces d'attente de la CEDEAO sont déjà prêtes pour une intervention militaire face à un éventuel refus de Yaya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow, le vainqueur de la présidentielle gambienne. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, s'est confié à Babacar Fall. Les forces d'attente, c'est un ensemble de soldats appartenant aux pays membres de la CEDEAO qui sont dans leur pays et ils sont prêts et donc on attend l'alerte. Mais nous ne souhaiterions pas aller en arriver là. Et donc le père du président Macky Sall et le père des chefs d'État ont souhaité que d'abord le président Bouhari qui a été nommé médiateur et le président Mahamat Dramani du Sénégal co-médiateur qui porte la voix des chefs d'État, d'abord à M. Yaya Jammeh, pour lui faire entendre raison. D'abord la médiation, la persuasion. Les délais ne sont-ils pas un peu courts? Adama Barrow, il doit être investi dans quelques jours. Le président Barrow sera investi dans quelques jours, mais le délai constitutionnel pour la fin du mandat du président Jammeh, c'est le 19 janvier. Donc rigoureusement, on doit pouvoir attendre le délai constitutionnel. Et pendant ce temps, toute une stratégie est mise au point par l'ensemble des chefs d'État pour parler un langage de fermeté et envoyer fort, un signal fort, pour qu'ils comprennent que nul ne doit s'opposer à la volonté de Dieu. C'était à l'instant le président de la commission de la CEDEAO,
Marcel Alain de Souza. La situation en Gambie évoquée en France par les présidents Macky Sall et François Hollande, ils ont le même point de vue. Pas de transaction possible. Yahya Jammeh doit quitter le pouvoir, on dit. Les deux chefs d'État, Toumba Diakité a été présenté hier à un juge après son arrestation par la gendarmerie. Le bourreau de Moussa Dadis Camara, contre qui un mandat d'arrêt international avait été lancé, pourrait être placé sous mandat de dépôt avant toute autre procédure. Babacar Fall. Après avoir été présenté hier à un juge par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane qui l'ont arrêté, Toumba Diakité est désormais entre les mains de la police. Il est très probable qu'il soit à nouveau emmené devant le magistrat instructeur dans les prochaines heures, si ce n'est déjà fait. Quel sort la justice sénégalaise va réserver à l'ancien aide de camp du putschiste guinéen Moussa Dadis Camara? Notre source évoque un mandat de dépôt pour l'homme qui est parvenu à se cacher durant 5 ans à Dakar. Ce serait la procédure normale. C'est une fois qu'il sera envoyé dans une prison dakaroise que les autorités judiciaires guinéennes et sénégalaises vont examiner la suite à donner au dossier d'Aboubacar Sidi Diakité alias Toumba. L'homme est considéré comme le présumé tireur qui avait grièvement atteint Moussa Dadis Camara. Mais Toumba Diakité est surtout cité dans les violences meurtrières du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Babacar Fall, encore un Sénégalais tué au Gabon. Il s'appelle Oumar Assaou. Il est originaire de Médina Gounass dans le Vélingara. C'est suite à une attaque dans sa boutique par des malfaiteurs. Sur cette affaire, voici Abdoulaziz Ba, un Sénégalais vivant au Gabon. Il est joint par Georges Détidiop. Les choses sont passées soir. C'est un commerçant qui vendait les boutiques. Les braqueurs, sur le braquet de 20h, ils sont rentrés dans les boutiques, fermés là-bas. On le tachait avec le cordeau, on l'a tué. Ils sont restés dans les boutiques fermées là-bas jusqu'à vers le dernier. Ils sont sortis. Il est sénégalais, il est de Médina, là où son village. Il y a un qui ça fait 3 fois qu'on fait ça, les Sénégalais ici, les mêmes villages de Médina Gounass. Mais l'enquête là, ça ne fait rien. Seulement, c'est nous qui sommes perdants. Vraiment, non pour le sang, quoi. Le gouvernement sénégalais, même l'ambassade, ça fait 3 fois qu'on fait ça. Dans l'année là, il y a 3 Sénégalais qui meurent. On ne parle même pas ça dans les télévisions sénégalais, ni privé, ni télévisions sénégalais. C'est à cause de ça qu'on va faire pour l'informer. Depuis vendredi jusqu'à maintenant, on ne parle pas. On suit toutes les télévisions sénégalaises, personne ne parle pas. On fait 3 fois maintenant qu'on fait ça. L'enquête là, ça ne fait rien. Il fait l'enquête, mais à la fin, même surtout le bandit, on l'hiver. Parce qu'il n'y a pas les... Excusez-nous pour la qualité sonore de cet élément. Du nouveau dans le litige foncier qui défraie la chronique à Ndiafat, le premier adjoint au maire et un chef de village ont été interpellés par la gendarmerie, tout comme d'autres individus. Il est 12h08, vous suivez le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Le ministre de l'Intérieur rencontre l'opposition cet après-midi au menu des discussions sur le processus électoral. Et les deux partis vont passer en revue les accords issus de l'audience entre le président de la République et la coalition Manko Wattu Sénégal. L'opposition continue de récuser Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, mais aussi de réclamer l'instauration du bulletin unique. Le vice-président du parti Réumi, Déthié Fall, s'est confié à El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons prévu de rencontrer le ministre de l'Intérieur pour revenir avec lui sur les accords obtenus lors de la dernière audience avec le chef de l'État sur le processus électoral et voir donc avec le ministre l'état d'avancement de ces accords, leur mise en œuvre pratique sur le terrain, où est-ce qu'ils en sont, et lui relever également les manquements que nous avons notés dans certains centre d'instruction. Parce qu'à la dernière conférence des leaders, sur notre communiqué, vous nous avez vu parler aujourd'hui de la non-application de l'engagement du président de la République sur l'inscription à partir d'une présentation de l'extrait de naissance, par exemple. Donc nous pensons qu'il est important de le rencontrer et de faire le tour avec lui de toutes ces questions-là. Nous allons parler de toutes les questions. C'est pas parce qu'il y a des désaccords sur certains points que nous allons arrêter de contester et que nous allons arrêter donc de revendiquer à ce que ces points-là soient pris en charge et réglés par le président de la République. Nous continuons de recuser le ministre de l'Intérieur et nous continuons de penser également
que pour notre démocratie, il est important que le bulletin unique soit introduit, ne serait-ce que pour régler la question de l'achat des consciences. Manko Watu Sénégal prépare justement sa marche prévue à Paris demain. Une délégation des leaders comprenant le coordonnateur Mamadou Lamine Diallo, Déthié Fall et Mamadou Diop Decroix se rendent dans la capitale française ce soir pour participer à cette manifestation. 15e anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor. Amis et proches sont allés au cimetière de Bel-Air ce matin pour rendre un hommage à celui qui a été le premier président de la République du Sénégal indépendant. Cachet spécial à la laïcité dont parlait le président poète. Voici à ce propos Ousmane Tanordien, c'est le secrétaire général du Parti socialiste. De prière et féliciter Raphaël qui a donné à la cérémonie d'aujourd'hui une belle allure, surtout en terminant par un texte que Senghor a prononcé à l'inauguration de la mosquée de Touba sur la laïcité. C'est un problème d'une brûlante actualité. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde où la radicalisation prend des allures extraordinaires et Senghor a montré que justement, étant des hommes de foi, la foi est à la fois une boussole et un refuge et nous oriente dans la vie. Et il a compris qu'à partir du moment où nous croyons en un seul Dieu, que nos religions doivent nous aider à nous unir. Ce texte que Raphaël a pu sortir, je crois qu'il faut le faire connaître. Pour le faire connaître, il est d'une densité, d'une profondeur extraordinaire. Et vraiment, c'est avec émotion que je l'ai lu à l'époque, évidemment, dans Liberté 1, mais dans le contexte d'aujourd'hui, ça prend une autre allure. Tout ceci pour dire que le thème est particulièrement important et Senghor l'a incarné parce que ce sont les chefs musulmans qui ont été ses premiers soutiens et qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Au moment même de partir, il a fait encore le tour. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. La pratique est bien en cours dans notre pays. Des jeunes filles continuent à subir des mutilations génitales et la lutte contre ce phénomène n'a pas produit les effets escomptés. Il n'y a qu'une baisse sensible des chiffres car de 28% en 2005, on est passé actuellement à 24% de femmes qui subissent des mutilations génitales. C'est pourquoi les acteurs insistent sur la mise en œuvre de la résolution de l'ONU allant dans ce sens. Mantouré. Ce sourire, même chaleureux, cache mal cette souffrance, cette blessure au plus profond de sa féminité. Excisée à 7 ans, mariée à 13 ans, exilée à 14 ans, voilà. Et vous en avez souffert ? Énormément. Khady Koïta, présidente de l'association La Palabre, ne comprend toujours pas pourquoi elle a été excisée. Au nom de quelle religion ? De quelle tradition ? De quel rituel qui exige le sang d'une petite fille ? Le bon Dieu qui nous a créés avec un clitoris. Pourquoi l'enlever ? Pour faire plaisir à quelques-uns ? Ah ben oui, mais une femme qui a une clitoris, elle court derrière les hommes. Ils ont déjà vu ça où ? Ou peut-être parce qu'on enlève le prépuce. Dieu a créé et on l'enlève pourtant. Peut-être c'est la même chose ? Oui, non, c'est pas la même chose. Le prépuce, c'est une peau qu'on enlève. C'est une peau qu'on enlève. Le clitoris, c'est un organe qu'on enlève. C'est ça la différence. Gênée, mais elle répond. Les relations intimes, elle le fait par devoir. Être enceinte est une nouvelle affolante, tellement la douleur est à son comble. C'est le parcours du combattant. Entre ciseaux, fils, alcool et coton, les mains expertes des infirmiers s'affolent sur ses parties intimes. À chaque fois. 5 enfants. À chaque fois, j'ai été déchirée. Cousue, à chaque fois. Excusez de vous poser cette question, mais votre vie sexuelle n'en est pas perturbée ? Ah si. On fait l'acte sexuel parce qu'on est obligé de le faire. C'est un devoir conjugal, mais il n'y a pas de plaisir. Parce que juste on a coupé quand on coupe le clitoris, pour moi, on a coupé au plus profond. Tout cela veut dire que la lutte est loin d'être gagnée. Les femmes excisées représentent 24% au Sénégal. Réparer les séquelles de l'excision pour une meilleure vie sexuelle. Peut-être le médecin après la mort, car l'impact psychologique, lui, demeure à jamais.
La lutte contre l'excision au Sénégal. La mairie de Dakar a démarré un programme de décoration de la capitale pour les fêtes de fin d'année. Selon le chargé de l'éclairage public à la ville de Dakar, toutes les grandes artères seront décorées. Mais Ali Diao précise que cette opération ne va pas entraîner des dépenses parce que le matériel appartient à la mairie. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogoudiena. Nous avons démarré donc, la décoration de la ville depuis 10 jours. Nous sommes actuellement sur l'avenue de Gaulle et la rue Boucher Ahmed Bamba. Donc actuellement, nous avons décoré aussi des artères en attendant. Après, nous avons décoré à partir de demain donc la rue 6 de Médina. À part la rue 6, nous allons aussi vers les passages d'Athénée, devant la mairie des passages. Combien va coûter cette opération de décoration de la ville? Non, je ne pourrais pas parler beaucoup coût parce que le matériel appartient à la ville de Dakar et les équipes aussi, c'est les équipes de la ville de Dakar. Donc en termes de coût, il serait difficile donc, pour quantifier l'enveloppe. Mais quand même, c'est le matériel patrimoine de la ville de Dakar. Donc, on a le matériel depuis 2009, donc le matériel donc, nous appartient. Donc les équipes sont là. On n'achète que des accessoires de raccordement et la main-d'œuvre, on paye à l'entreprise qui le fait, ERT. Mais sinon, en termes de coût, je ne pourrais pas donner un chiffre comme ça. Noël où la fête de la Nativité se prépare à Rufisque et à la paroisse Sainte-Agnès. L'heure est aux confessions. C'est le sacrement de pénitence. C'est pour être prêt spirituellement que les fidèles ont suivi cette démarche de foi. Reportage à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Isidore Alexandre Sen. Paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, quelques fidèles sont présents dans la cour. Parmi eux, Bernadette. Rien de spécial chez elle pour les préparatifs de la fête de Noël. Toutefois, elle demande aux uns et aux autres de se purifier. Non, ma confession. Mais le corps sacré de Jésus-Christ, confesser. Contrairement à elle, beaucoup de chrétiens ont effectué le sacrement. La confession a drainé du monde, constate Abbé Basile Niakh de la paroisse Conversion Saint-Paul de Loul-Cécène dans la commune de Djilas. Depuis quelques jours, il officie à Sainte-Agnès. Les gens ont également soif de cette purification, de cette réconciliation avec Dieu avant d'entrer parfaitement dans la mouvance de la fête. Abbé Isidore John, vicaire à la paroisse Sainte-Agnès, revient sur l'importance de la confession. La confession est un sacrement parmi les 7 sacrements. Et c'est pas seulement à Noël qu'on demande aux fidèles d'approcher ce sacrement pour se purifier, pour se préparer spirituellement, pour apprêter son cœur à recevoir l'enfant Jésus à l'occasion de toutes les grandes fêtes. Au-delà des fidèles chrétiens, Noël est célébré par d'autres personnes de confessions différentes. Noël a un aspect socio-culturel, nous dit le vicaire. Il n'y a pas que les chrétiens qui fêtent Noël, il y a aussi les non-chrétiens. Noël est une fête universelle. Et du coup, il y a des recoupements socio-culturels. On peut dire aussi que Noël est la fête des enfants. Les enfants, il faut les traiter comme des rois, d'après Bernadette. Jésus aimait beaucoup les enfants. À moins d'une semaine de la fête de la naissance du Christ, les prêtres de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque exhortent les fidèles à préparer les cœurs pour accueillir l'enfant Jésus dans la pureté. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. Reparlons de cette affaire de litige foncier à Ndiafat. À l'instant, les populations ont barré la route principale de la commune et brûlé de pneus. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diamé, qui nous signale que la situation est confuse en ce moment. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié-Diop. Rebonjour Antoine. La crise post-électorale en Gambie, Vladimir Poutine lâche Yahya Jammeh. Yahya Jammeh qui a été donc lâché par Vladimir Poutine. Vous l'avez dit, le président russe a félicité le président élu gambien après sa victoire à la présidentielle du 1er décembre dernier. Dans sa lettre de félicitations, Vladimir Poutine invite Adama Barrow à développer les relations amicales et de coopération qui existent traditionnellement entre son pays et la Gambie. Au Gabon, la crise politique s'intensifie. Le gouvernement condamne avec force l'appel à l'insurrection lancé hier par l'opposant Jean Ping. Jean Ping qui estime que désormais tout peut arriver à Libreville. Donc, de Libreville, les explications de Yves-Antonio Ogula. Tout est parti des propos tenus par Jean Ping lors du discours d'ouverture de son dialogue national à Libreville.
L'opposant a déclaré devant des milliers de personnes, je cite, « Nous sommes parvenus au terme de notre démarche de la légalité républicaine. Désormais, tout peut être envisagé, toutes les hypothèses sont sur la table. » Fin de citation. Des propos qui n'ont pas laissé indifférent le gouvernement. Le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur étaient à Gabon Télévision pour fustiger la réaction de Jean Ping. Selon le patron de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, le gouvernement gabonais ne peut accepter une telle déclaration appelant à l'insurrection et quiconque, quel que soit son rang, ne doit perturber la paix et la stabilité du Gabon. Sur un ton musclé, le ministre de l'Intérieur a lancé un avertissement à Jean Ping et son staff afin qu'ils se ressaisissent. Les travaux du dialogue national de Jean Ping s'achèvent ce vendredi à Libreville avec un meeting populaire. Mais au regard du bras de fer, l'opinion se demande si ce meeting aura bel et bien lieu. Yves-Anthony Ogoula, Libreville, RFM. La RDC, maintenant qui a un nouveau gouvernement, et cela fait grincer des dents. Une équipe de 74 ministres et vice-ministres nommés par le président Kabila et son premier ministre Sami Badibanga plutôt, annonce faite un peu avant minuit et qui formait le jour de la fin constitutionnelle du mandat de Kabila qui entend rester à la tête du pays jusqu'en 2018, ce qui ne trouve nullement l'assentiment d'une partie de l'opposition dont le leader Etienne Tshisekedi prône la résistance pacifique. Ici à Dakar, des ressortissants congolais ont demandé à Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Ils ont occupé ce matin l'ambassade de la République démocratique du Congo à Dakar, Maïmouna Sek. On ne veut pas de Kabila. On ne veut pas de Kabila. Visage crispé, vêtus tous de t-shirts blancs sur lesquels on peut lire « Bye bye, Kabila dégage ». Photo de Kabila déchirée et piétinée. Les Congolais vivant au Sénégal sont déterminés. Leur avenir leur tient à cœur. Rémi Mandagou, un des Congolais résidant au Sénégal. Nous sommes fatigués, nous voulons que Kabila dépose le pouvoir. Il n'a qu'à déposer les pouvoirs avec tous ses collabos, avec tous les power. Ces Congolais ne sont pas prêts à baisser les bras. Ils tiennent tête à Joseph Kabila jusqu'à ce qu'il libère le pouvoir. Nous allons jusqu'à ce que Kabila démissionne. Et j'en profite de l'occasion pour lancer des messages à nos compatriotes qui sont là-bas au Congo de ne même pas se fatiguer. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. L'ambassade du Congo au Sénégal, occupée de force par les protestataires, la Belgique, la France et la Tunisie ont connu la même situation. Serge Célio. Tant que Kabila n'est pas libéré les Congolais, nous allons siéger l'ambassade. Il y a la TV qui va venir. Les Congolais résidant au Sénégal sont très remontés contre Joseph Kabila. Selon ces derniers, Kabila a formé un gouvernement avant même que les évêques ne reviennent de leur rencontre avec le pape François. Retour sur l'attentat d'hier en Allemagne. 12 morts selon un bilan provisoire et au moins 50 blessés à Berlin. Cela s'est passé dans un marché de Noël. Un acte terroriste selon certains. Selon Angela Merkel, la chancelière allemande, l'attentat aurait été causé par un demandeur d'asile. Il viendrait du Pakistan. Mais comment expliquer cette nouvelle forme d'attaque terroriste? On a en souvenance Nice en juillet. Un camion avait foncé sur la foule à la promenade des Anglais. Plusieurs dizaines de blessés. Les explications du général Jean-Louis Esquivier. Alors, Nice, on arrive évidemment dans une logique de prolongation du terrorisme, mais certainement pas isolé. C'est quelqu'un qui a fonctionné un peu excité, qui a été mis en ordre de marche, mais un peu tout seul. Et donc, il a loué son camion, il a fait son petit truc, alors que le Bataclan, il y avait toute une organisation beaucoup plus importante. En fait, il a été motivé pour l'ennemi proche, pour attaquer l'ennemi proche. Et je pense que effectivement, en Allemagne, même si j'ai pas encore tous les éléments, mais on est dans le même principe, sachant que là, apparemment, il n'a pas loué le camion. Moi, j'ai l'impression qu'il a dû se saisir d'un camion avec le Polonais qu'on a trouvé comme passager qui était mort, et probablement le chauffeur de ce camion. Donc, il a dû se saisir du camion qui était près du marché de Noël et puis faire son coup. Alors, c'est la théorie de l'ennemi proche. C'est pas fondamentalement organisé peut-être par quelqu'un qui serait en ISIS ou en Irak ou en Syrie, mais ce sont des gens qui ont un problème et qui sont excités par peut-être aussi les réseaux sociaux et puis qui passent
à l'acte le jour où ils ont décidé de passer à l'acte. La période de Noël était une période faste pour ça. On est donc dans la prolongation donc des attentats qu'on a connus en France, tout en marquant bien la différence qu'il y a avec le Bataclan, qui était quand même le maximum. Donc je pense qu'on va avoir encore des séries d'actes un peu individuels, mais toujours sur l'ennemi propre. Tout le monde était prévenu, tout le monde le savait, la période de Noël était faste. Le général Jean-Louis Esquivier fut l'un des principaux responsables de la cellule antiterroriste de l'Élysée de 1983 à 1986 avec Paul Baril et Christian Proutot. Merci Georges Detchediop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'absence de considération de nos dirigeants à l'endroit des sportifs qui gagnent ou qui font de bonnes performances et qui font l'objet de mépris total. Le cas des footballeurs de plage champions d'Afrique bloqués au Nigeria depuis dimanche. RFM Sport. En ouverture de cette page des sports, le basket avec cette triste note, le Sénégal qui perd l'un de ses plus valeureux fils, Ousseynou Ndiaga Diop n'est plus. L'ancien directeur technique national du basketball est décédé ce mardi à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie. Il a dirigé plusieurs clubs et remporté plusieurs titres avec nos équipes nationales, notamment féminines. Maguette Diop, actuel directeur technique national, proche collaborateur du défunt, a tenu à apporter son témoignage. Nous l'écoutons. Ousseynou Ndiaga Diop, un grand monsieur du basket. Ousseynou Ndiaga Diop, un grand entraîneur de basket. Et Ousseynou Ndiaga Diop, un instructeur confirmé de FIBA Afrique. Cet homme, nous avons collaboré ensemble depuis 1996 où on a travaillé en équipe nationale. Il fut mon adjoint et ensemble nous avons travaillé et nous avons reconquis le titre en 1998 après avoir gagné la francophonie. Par la suite, je pense que je passe directeur technique Ousseynou fut entraîneur national où il confirme encore en gagnant des Jeux africains, en gagnant un championnat d'Afrique et en participant aux Jeux olympiques. Pour vous dire que cet homme, c'est quelqu'un qui connaissait bien le basket. Un serviteur, c'est vrai, il faut le dire. Quelqu'un qui était prêt à servir tout le monde, qui était prêt à collaborer avec tout le monde. Je vous dis encore, c'est un grand monsieur que nous avons connu et que nous avons perdu. Aujourd'hui, le basket va perdre quelqu'un qui a beaucoup apporté. Et je pense que FIBA Afrique ne me démentirait pas. La Fédération sénégalaise ne me démentirait pas. La JA, la Sonacos, Diourbel, tout le monde où Ousseynou Ndiaga Diop est passé, il a mis son empreinte. Vraiment, c'est un grand monsieur. Notez que la levée du corps est prévue donc à 14h à la mosquée d'Anne-Marie, suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. Toutes nos condoléances à la famille et Ploré-Antoine. La lutte, cher Tidiane Diagne, pas de grandes affiches pour Noël et le 1er janvier. Ah oui, la lutte est-elle en train en tout cas de vivre des moments difficiles? Une question, non, disent en tout cas les acteurs qui pensent qu'il s'agit d'une question d'opportunité. Sodekam. Voilà, Sodekam pas encore en place, nous y reviendrons dans un moment. Et puis, direction Antoine Sandiara, c'est dans le département de Mbour qui aura bientôt un stade omnisport de 1000 places. Toutes les commodités y seront selon le maire de la localité, Seringay Diop, que nous écoutons. Il est au micro d'Abdou Diouf Junior. Le dernier acte, c'était le stade que vous avez vu, le stade de Sandiara, qui va être équipé, qui va être terminé et qui va donc être amélioré par la pose d'un gazon synthétique par notre ami et frère Alassane Ndour, avec une tribune de 1000 places et également faire un stade omnisport qui va accueillir les meilleures équipes du monde entier qui vont venir ici. Le stade est aujourd'hui à 50% de réalisation. C'est les équipements qui restent à faire et le reste viendra donc au cours de l'année 2017. Et nous espérons que dans un an ou deux, le Sandiara pourra accueillir l'équipe nationale, Sandiara pourra avoir sa piste d'athlétisme, Sandiara pourra avoir son équipe, son centre de football et pourquoi pas même former des joueurs pour l'international. Et puis retour sur la lutte, pas de grand combat en tout cas en décembre, encore moins le lendemain, c'est-à-dire la Saint-Sylvestre. La lutte est-elle en train de vivre des moments difficiles? Une question, non, disent en tout cas les acteurs qui pensent qu'il s'agit d'une question d'opportunité. Sur le cas. En ces fêtes de fin d'année ou de nouvel an, l'on avait l'habitude de voir de grosses affiches de lutte, ce qui n'est pas le cas depuis quelque temps, encore moins cette saison-ci. Ibakan, journaliste sportif au quotidien Sunulambe, nous replonge dans l'historique. On se rappelle de Yekini
contre Tyson. On se rappelle de Bombardier contre Tyson, c'était le 7 janvier. Il y avait aussi Bombardier Tyson le 25 décembre 2002. Donc il y avait des affiches phares à cette époque parce qu'il y avait Petit Mbaye, il y avait Luc Nicolas, il y avait Gaston Mbengue. Ils avaient de gros sponsors qui étaient derrière, qui mettaient beaucoup d'argent et les promoteurs aussi ne lésinaient pas sur les moyens pour offrir aux amateurs de gros affiches. Même le 1er janvier cette année sera en lutte simple avec le drapeau sur l'âme. Donc ça veut dire que les sponsors ont tout petit peu déserté l'arène et ça a apporté un gros préjudice pour les lutteurs mais aussi pour les amateurs. Pourquoi ces raretés des grosses affiches? Le promoteur de lutte Assane Ndiaye s'explique. Vous savez, le mois de décembre a coïncidé avec les fêtes religieuses. Ensuite, moi j'ai essayé de faire des combats à cette date, par exemple le 24 ou le 1er janvier. Mais c'était des dates qui étaient déjà prises. Mais de toutes les façons, retenez que le 14 janvier, je vais essayer en tout cas de convier les lutteurs à un grand événement et puis on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je proposerai aux amateurs quand même de grosses affiches cette saison-ci. Premier vice-président du CNG en charge de la communication, Tiernoka, estime que cela est dû aux fêtes religieuses. Pour lui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a jamais de combat pendant les périodes de Gamou et de Magal, c'est tout. Mais il y aura bien des manifestations à partir de dimanche. Disons que ça devrait commencer, quoi. Donc il n'y a pas de problème particulier, sinon qu'en période de Gamou et de Magal, les promoteurs préfèrent surseoir à toute organisation jusqu'après. Donc c'est la seule raison, à mon sens. Maintenant, les grosses affiches, pour le moment, elles sont du domaine du virtuel parce qu'aucune de ces affiches-là n'a été régularisée au niveau du CNG. En tout état de cause, les férus de la lutte avec frappe devront garder leur mal en patience pour le moment, jusqu'au mois de mars, avec l'affiche Boignan de Gouillet. Alors, série de réactions sur la CAN de football au Gabon, la RD Congo au menu ce mardi. Ah oui, la RD Congo qui partage son groupe avec le pays hôte, le Gabon, le Cameroun et la Guinée-Bissau. Un groupe difficile, reconnaît l'ex-portier des Congolais, Robert Kiyaba, qui pense tout de même que son pays pourrait jouer les grands rôles. Nous l'écoutons, c'était à l'occasion du match de gala de la Fondation Afriva qui s'était tenu pendant ce week-end à Dakar. Je donne beaucoup de chance à mon équipe parce que maintenant on est dans les groupes là, c'est une groupe quoi de la mort. Vraiment on va faire tout pour d'abord passer la première tour. Alors sauf que cette Coupe d'Afrique, vous la jouez sans un de vos atouts majeurs, Bolasie. Oui, nous tous, ça nous a vraiment blessés lorsqu'on a entendu que Bolasie est blessé. Bon, il y a tant de joueurs, on va le remplacer. Vraiment, on est d'équerre avec lui. Notre ambition est d'arriver en finale, de passer d'abord premier tour et puis il faut arriver en finale. Robert Kiyaba, que nous reconnaissons avec sa fameuse danse de fesses quand il s'agit donc de célébrer les performances de l'équipe congolaise. Notez que cette année-ci, il ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations puisqu'il a déjà pris sa retraite internationale, mais il continue toujours de jouer au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Antoine. Cher Tidiane Diagne, merci pour toutes ces informations sportives. RFM, la chronique du jour. Signé Papa Sambakan. Voici encore une illustration de ce que notre pays marche sur la tête plus souvent que nous ne le voudrions tous. Mais voilà, c'est comme si nous n'y pouvions rien. Fatalistes, nous subissons, si nous ne nous les infligeons nous-mêmes, des déboires dont les conséquences nous poursuivent longtemps, parfois comme une malédiction, éternellement. Et c'est encore une fois le sport, lieu d'expression privilégié de notre laisser-aller, qui nous interpelle. Laisser-aller le plus souvent imputable à un encadrement administratif dont on ne sait où elle peut avoir la tête, qu'à des sportifs, joueurs ou athlètes presque toujours bons dans le jeu, parfois meilleurs que leurs adversaires. Cependant, quand on ne perd pas les compétitions sur le terrain, dans des conditions d'abord inexplicables, mais qui, avec le recul, révèlent presque toujours des carences dans la gestion des équipes, on perd sur tapis vert, fraude avérée de l'adversaire, arbitrage partisan, ou autres qui illustrent les distractions inadmissibles de ce même encadrement à tous les niveaux. Nous étions en train de mal digérer ce que nous croyions être la dernière manifestation de l'amateurisme de nos dirigeants sportifs, l'exclusion donc de notre équipe nationale féminine de handball de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et par conséquent de la prochaine Coupe du Monde pour fraude, quand l'actualité nous apprit qu'en réalité, il y avait plus incroyable encore. Comme un scénario sorti de la tête d'un romancier. Oui,
Parce qu'en plus, l'histoire se finit par un happy end. C'est cette incroyable saga de notre équipe de beach soccer, ces footballeurs de plage déjà très titrés, parce que 3 fois champions d'Afrique, qui viennent d'emporter la dernière coupe au Nigeria, leur 4e. Cette équipe revient de chaque compétition, y compris la Coupe du Monde, auréolée de gloire dans une quasi-indifférence générale. Et souvent, pour se plaindre de mauvaises conditions de participation suivies de promesses mirobolantes des autorités vite oubliées. Mais ce qu'ils ont vécu au Nigeria est proprement scandaleux et ceux qui les ont mis dans cette galère, en les voyant ramener la coupe malgré tout, doivent se sentir dans leurs petits souliers. Laissons tous les autres détails un peu mesquins de primes et autres petites monnaies. On a vu que Chita, invité sur Sud FM, grand seigneur comme un vrai sportif, s'est gardé de se plaindre, félicitant au passage tout le monde. Retenons simplement que ces jeunes beach footballeurs, devant jouer la finale contre l'équipe du pays organisateur, se sont retrouvés privés de repas par leurs hôtes, assurément indélicats, qui entendaient ainsi les affamer avant de les affronter. Il semble que sans la diligence du consul du Sénégal, les joueurs ne se seraient pas restaurés le jour du match. Malgré toute cette pression, ces jeunes gens ont remporté ce match 8 buts contre 4, devenant pour la 4e fois champion d'Afrique et se qualifiant du même coup pour la prochaine Coupe du Monde. Mais leur calvaire devait encore durer. Devant rentrer le soir de leur victoire, dimanche, comme prévu, l'équipe n'a pu trouver d'avion. Et à l'heure où nous écrivions cette chronique, le lundi, les informations sur leur retour ce jour au pays sont données au conditionnel. Et voici comment l'on traite le seul sport collectif où nous sommes les meilleurs d'Afrique et comptons parmi les meilleurs au monde. C'est quoi ce pays ? On pourrait remonter à Tunis pour parler cette fois de foot sur gazon. En 1965 déjà, nous arrêter au Caire en 1986 jusqu'en Afrique du Sud le mois dernier seulement pour s'étonner qu'à chaque grande occasion, si ce n'est par mollesse face à leurs homologues des instances confédérales africaines, c'est parce qu'ils étaient allés faire du shopping par exemple, on a vu ça, que nos encadreurs administratifs ont sacrifié nos athlètes. Si le sport officiel se gère comme ça, peut-on raisonnablement attendre mieux des navetanes, sauf si un peu comme tous les journalistes et chroniqueurs dans un pays sans opinion publique, on est un peu Don Quichotte. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Aboubacar Toumba Diakité ferré à Dakar, terminus pour l'homme qui avait tiré sur Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte militaire venu au pouvoir en Guinée après la mort de Lansana Conté. C'était en 2009. Souvenez-vous, depuis lors, l'ex-bras droit de Dadis n'avait plus donné signe de vie. Porté disparu depuis plus de 6 ans, les langues mielleuses et autres radio-cancans l'annonçaient en Russie chez Poutine, en Chine ou encore au Mali, pourquoi pas chez Hollande. Mais que nenni, Toumba se coulait des jours heureux à Dakar, retranché précisément à Ouakam, l'observateur s'explique. En fait, l'ancien chef de la garde rapprochée et aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara est entré au Sénégal irrégulièrement. Le béret rouge a usé de faux documents et pour mieux passer inaperçu, il se faisait appeler Aboubacar Bari et s'était fait un lifting pour parfaire son camouflage. Mieux, Toumba était très mobile, changeant d'adresse régulièrement avant de s'installer à Ouakam dans un appartement situé au pied du monument de la Renaissance. Il a fallu tout un travail de filature de la part des gendarmes de la section de recherche pour localiser et identifier formellement l'identité du suspect. Interpellé, relève l'observateur, Toumba Diakité a été manu militari conduit à Koloban dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie. Au cours de l'interrogatoire, Toumba s'est expliqué sur beaucoup de questions. Sur la tentative d'assassinat de Dadis, Toumba affirme qu'il a ouvert le feu sur lui puisque celui-ci cherchait à lui faire porter l'entière responsabilité des événements du 28 septembre 2009, massacre d'opposants qui manifestaient au stade du 28 septembre à Conakry pour le retour à la légalité constitutionnelle. Sur ce point, note toujours l'observateur, le mis en cause a refuté les allégations le faisant porter le chapeau. Il assure s'être investi au contraire pour sauver les opposants. Jean-Marie Doré, Selou Dalendialo, entre autres. En tout état de cause, relève Vox Populi, l'homme le plus recherché sur terre par Conakry va devoir faire face à la justice en mandat d'arrêt international
national était émis en son encontre. L'observateur rapporte que Dakar a saisi Conakry afin d'extrader le colis. La suite de la visite d'État du président Macky Sall dans la ville Lumière à Paris. Le chef de l'État s'est rendu hier sur les chantiers d'Alstom. Là-bas, note Le Soleil, Macky a insisté sur le délai de livraison au plus tard janvier 2019. En réponse, note le journal Alstom prêt à relever le défi de la qualité et de la fiabilité. Titre du journal Enquête, Macky défend sa stratégie en rail. Macky met l'émergence sur les rails, renchérit l'observateur. Walfadri n'est pas d'accord. Pour le confrère, s'il y a émergence, c'est bien dans un seul sens et surtout pas du côté du Sénégal. Macky plutôt en visite de sauvetage d'un groupe français mal en point. Il apporte un bol d'air financier à Alstom. Le journal note qu'en achetant 15 trains bimode diesel électrique, le Sénégal enlève une méchante épine au pied de François Hollande qui a fait du maintien en vie d'Alstom une affaire personnelle. Pour un contrat estimé à plus de 149 milliards de francs CFA, l'usine, à défaut d'être rayonnante, a de quoi tenir pour quelques autres années. Mais ce que Walfadri ne dit pas par ailleurs, c'est que Alstom a signé cette année même 2 autres gros contrats avec 2 géants de ce monde, les États-Unis et la Chine. Un contrat de 31 millions d'euros pour le métro Shanghai en Chine, un autre de 2 milliards de dollars avec les États-Unis pour relier Boston et Washington, couvrant une distance de 730 km. L'accueil du président Sall par un ministre français sur TF1, l'opposition continue de s'offusquer. C'est un manque de respect et d'égard, lance Mamadou Lamine Diallo. Le camp présidentiel minimise Sud Quotidien prolonge le débat ce matin. Pour Réumi Quotidien, cette visite d'éclat de Macky Sall en France, c'est le Sénégal qui est rabaissé et amorti. Les bizarreries d'un séjour d'État. Le confrère note que l'hôtel a coûté 1 million d'euros aux contribuables sénégalais. Et puis, retrait de leur licence d'importation d'hydrocarbures raffinés, sale temps pour Itok, EDK, Clean Oil, entre autres. Libération note que c'est passé presque inaperçu, mais l'État, à travers le ministère de l'Énergie, a pris une série d'arrêtés interdisant à plusieurs sociétés spécialisées dans l'importation d'hydrocarbures raffinés, soit en leur retirant tout simplement la licence qui leur avait été accordée. Selon les documents obtenus par Libération, Itok SA se retrouvera en haut de la liste, mais Itok n'est pas la seule société visée par cette mesure qui suscite plusieurs interrogations. En effet, Clean Oil SA a aussi perdu la licence qui lui avait été accordée en septembre 2012. Pour le moment, aucune explication à cette décision. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. C'est le débat du jour et nous avons le premier intervenant, Abdoulaye Thiam. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Antoine. Vous êtes le rédacteur en chef de Sud Quotidien, vous êtes journaliste sportif. Alors, absence de considération de nos dirigeants à l'endroit des sportifs qui font de bonnes performances et qui font l'objet de mépris total. Comment voyez-vous tout cela, Abdoulaye? Oui, si on regarde effectivement le traitement accordé à certaines disciplines, notamment les disciplines individuelles comme l'athlétisme, comme le judo, comme le karaté, et dans une moindre mesure ce qui vient se passer aujourd'hui, pour une première fois quand même, c'est une discipline plutôt d'équipe, avec l'équipe nationale de beach soccer, oui. On peut effectivement penser qu'il y a 2 poids 2 mesures par rapport à l'équipe nationale A. Mais de prime abord, moi je tiens d'abord à relever un fait, c'est que on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité l'équipe nationale de football et les autres disciplines. Mais quand même, il y a un minimum, Abdoulaye. Il y a un minimum. Oui, je suis en train de développer. Oui. C'est que les autres fédérations, là aussi les autres fédérations l'acceptent. Et ce qu'on demande, c'est plus d'égard, plus d'équité. Plus d'égard et plus d'équité. Au moment où je vous parle, si nous prenons l'ensemble des disciplines confondues, de 2007 à 2015, l'État du Sénégal doit au moins 400 millions de francs CFA en termes de primes et autres. Parce que jusqu'à un certain moment donné, quand Youssou Ndiaye était ministre des Sports, je me souviens très bien, l'État du Sénégal avait sorti un arrêté pour éviter toutes sortes de discrimination entre les différentes disciplines. Et en ce moment-là, on avait dit que si une athlète remporte une médaille d'or, d'argent ou de bronze, voilà ce qu'on doit lui donner en Jeux Olympiques, aux championnats d'Afrique, aux championnats du monde, aux Jeux africains. Malheureusement, ça n'a pas été respecté jusqu'à la lettre. À la lettre. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres fédérations sportives ont effectivement raison de penser que on est en train de tailler la part du lion au football, à l'équipe nationale A.
si vous vous souvenez très bien, ce qui se passe aujourd'hui avec le beach soccer, l'équipe nationale du Sénégal a eu à jouer contre le Niger ici à Dakar, mais notre équipe a réussi à rentrer avant même le Niger à Niamey. Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe avec les footballeurs de plage, vous pensez que c'est acceptable comme situation? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, ce que j'ignore, c'est que comment se fait-il que cette équipe-là n'a pas pu rentrer normalement? Depuis dimanche, ils ont remporté ce titre-là. Le 4e titre de champion d'Afrique, c'est extrêmement important parce que c'est l'équipe la plus titrée aussi en Afrique. Très bien. Ça, c'est un. La deuxième chose, ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'il y a une sorte de cacophonie au niveau de l'information, au niveau de la Fédération sénégalaise de football. On nous dit d'abord que l'équipe doit revenir à 14h, et après on nous renvoie un autre mail pour nous dire oui, finalement ce n'est pas à 14h, restez à notre écoute, on va vous informer. Ce qui veut dire qu'on ne sait même pas quand est-ce que cette équipe-là doit rentrer. Il y a une sorte d'amateurisme ou tout simplement de cacophonie au niveau de l'organisation et de la planification. On verra tout cela avec les responsables de la Fédé de football. Merci Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef de Sud Quotidien, journaliste sportif. On parle donc du manque de considération donc à l'endroit de certains de nos sportifs qui accomplissent de belles performances, mais qui n'ont pas eu les hommages de nos dirigeants. On peut le dire ainsi, et vous avez la parole pour nous dire ce que vous pensez de tout cela. Nous avons le prochain intervenant, Mbaye Jacques Diop, c'est bien cela, conseiller technique en communication au ministère des Sports. Bonjour Mbaye Jacques. Bonjour Antoine. Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la façon de traiter nos sportifs? D'abord, permettez-moi de vous remercier. Tout à l'heure, j'ai entendu quand même la chronique de mon doyen Pape Sambakan. Et je pense que... Mbaye Jacques, si vous permettez, ce n'est pas forcément l'objet... Non, ce n'est pas une réponse. Allez-y, donc. Ce n'est pas une réponse. Oui. Peut-être après, je vais lui donner la bonne information, parce qu'il a été mon directeur, c'est lui qui m'a offert mon premier salaire. Donc après, je vais l'appeler pour lui donner la bonne information. Très bien. Alors, cela dit... Je disais tout simplement, nous, au niveau du ministère des Sports, on ne fait pas deux poids, deux mesures sur les disciplines sportives. Parce que le ministre des Sports, M. Matarba, a clairement dit que les disciplines sportives sont d'égale dignité. Oui. Ils ont la même valeur, ils ont les mêmes droits sur le plan sportif et sur le plan de la représentation diplomatique. Très bien, bien entendu. Qu'est-ce qu'il a fait pour sortir l'équipe des footballeurs de plage de cette situation? Voilà. Vous savez qu'il faudrait que je donne la bonne information, parce que les gens ne maîtrisent pas l'information. Donnez-nous l'information. Ils ne viennent pas à la source. Très bien. Parce que l'équipe nationale de beach soccer devait rentrer dimanche à 18h. Donc la finale a accusé du retard. Et raison pour laquelle donc l'avion qui devait les ramener à Dakar à 19h a pu attendre pendant 30 minutes. Cette équipe n'est pas venue, donc l'avion est parti à 18h30, 19h et quelques. Oui. Donc l'équipe nationale n'a pas pu prendre ce vol. Donc il fallait donc reprendre les billets et voir aussi les autres vols. Vous savez que nous sommes dans une période de vacances. Et les vacances, pratiquement, les avions sont surbookés. Il y a d'énormes problèmes pour trouver. Oui. Et au moment où je vous parle, les gens étaient en train de s'affairer pour leur trouver les places. Et Inch'Allah, demain, l'équipe nationale de beach soccer sera là. Moi, je vous donne la bonne information. Elle sera là quand? Inch'Allah, demain. Et toute cette pérégrination, toute cette souffrance qu'elle a subie, est-ce que ce n'est pas quelque part un manque de considération par ailleurs? Non, non. Antoine, vous savez, même si les gens sont là, ils sont dans des meilleures conditions parce qu'ils sont logés dans une très bonne enseigne. Actuellement, ils ne se plaignent pas parce qu'aujourd'hui, ils s'enregistrent parce qu'ils ne sont pas comme les gens le prétendent, dans de mauvaises conditions. Mais ils sont dans de très bonnes conditions et suivis par la représentation diplomatique sénégalaise présente au Nigeria. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est des gens que l'État accorde une importance capitale à ces vaillants diplomates qui nous ont représentés dignement et qui nous ont fièrement donné satisfaction. Et je suis au regret quand les gens parlent aussi d'amateurisme de la fédération. Je ne suis pas membre de la fédération, mais je sais que au niveau de la fédération, le président de la fédération et le comité exécutif, en tout cas,
accorde une importance à cette discipline-là, parce que vous savez que cette année-ci, les gens ont tenu le championnat. Oui. Mais pour la première fois. Oui, mais très bien. Alors, Mbaye Jacques, vous avez évoqué un principe que le ministre des Sports a dit, que toutes les disciplines sont d'égale valeur. Ça, c'est le principe. Mais dans les faits, sincèrement, quelque part, on a entendu beaucoup de sportifs, surtout les sports individuels, se plaindre du traitement qu'on leur réserve. Écoutez, Antoine, vous savez, nous ne travaillons pas directement avec les sportifs. Nous travaillons directement avec les fédérations à qui nous avons délégué des pouvoirs. Et quand on a une compétition internationale, ce sont même des fédérations, par le canal de leur président et de leur direction technique nationale, qui établissent ce qu'on appelle les fiches techniques. Nous ne faisons que valider ces fiches techniques-là. Et c'est sur la base de la validation de ces fiches techniques-là que nous mettons les moyens à la disposition des fédérations. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire que, par exemple, quand le karaté nous demande 7 millions et on lui donne 15, 20 millions, parce que 7 millions, nous, en tout cas, nous faisons des requêtes au niveau des ministères du budget ou des finances. Très bien. Mbaye Jacques Diop, merci. Merci en tout cas pour cette intervention sur le traitement réservé à certains sportifs qui ont accompli des performances au plan international. En ligne, Amadou Kane, il est vice-président à la Fédération sénégalaise de football. Bonjour Amadou. Bonjour Antoine. On va terminer rapidement avec vous. Oui, quelle est la situation? Pourquoi en est-on arrivé là? Je voudrais d'abord préciser qu'il n'y a pas de difficulté majeure comme le pensent certains. C'est quoi alors? Non, ce qui s'est passé, je confirme ce que Mbaye Jacques Diop a dit, Mbaye Jacques qui a parlé tout à l'heure. Alors donc, l'équipe devait rentrer le jour de la finale. Il s'est trouvé que la finale s'est terminée tardivement. L'avion a décollé du Nigeria. Très bien. Maintenant, il y avait deux options. Soit attendre le prochain vol de cette compagnie ou bien l'échanger. Hier, on a essayé de l'échanger pour le mettre dans une autre compagnie. Oui. Tardivement, mais là, on ne pouvait pas, parce que la délégation est de 19 personnes, on ne pouvait pas les mettre tous dans un seul avion. Très bien. Alors, en concertation avec le chef de délégation, c'est Daoud Badji, qui est accessible. Je pourrais après donner son numéro, vous l'appeler. Parce que moi, je pense qu'il faut donner la bonne information aux Sénégalais. Très bien. N'est-ce pas? C'est de votre ressort, en tout cas. Hein? Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe est que c'est le ministère des Sports et la fédération qui ont pris toutes les dispositions idoines pour que l'équipe soit dans de bonnes conditions. Et ce sont ces bonnes conditions qui ont fait que l'équipe aujourd'hui est championne d'Afrique et elle s'est qualifiée en Coupe du Monde. Ce n'est personne d'autre. Très bien. C'est l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports et la fédération. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans le cadre du Beach Soccer. Il n'y avait pas de championnat. On l'a organisé cette année. Les équipes sont venues dans le Sénégal lointain pour pouvoir participer à ce championnat. Ce qui a permis d'avoir une bonne équipe qui s'est distinguée au niveau de l'Afrique. Très bien. Amadou Kane, si vous... je voudrais aussi, Antoine, laissez-moi préciser s'il vous plaît. Oui, parce que nous sommes aussi rattrapés par le temps. On vous a donné l'opportunité de parler. Oui. Que Ablaye a dit tout à l'heure. Ablaye Cham. Ablaye Cham, on a joué ici avec une équipe de Niger. Le Sénégal devait jouer, nous sommes arrivés avant eux. Donc c'est un problème de vol au niveau du Sénégal. Maintenant, on voulait que l'équipe arrive aujourd'hui, mais toujours il y a ce problème de vol. Très bien. Ce que nous souhaitons, puisque nous voulons les accueillir, qu'ils viennent ensemble. Qu'ils viennent ensemble. Amadou, je vous permettrai peut-être de développer tout cela dans l'édition de 13h, parce que là, nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Toutes nos excuses en tout cas. Veuillez bien nous comprendre. Confiscation du pouvoir en Gambie par Yaya Jammeh. Le président de la commission de la CEDEAO annonce sur RFM que les forces d'attente de l'organisation sous-régionale sont déjà prêtes pour une intervention militaire. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Mahmoud Vincent Diop, réalisation Chertidiane Diagne. Tout de suite, Dialgat Hibar à 13h, El Hadj Diogou Diena. ma fale dinaa leen defar ay micro lé 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 dinaa leen defar ay micro